Bien longtemps que vous l'avez vu sur les plateaux de l'entretien, il s'agit bien de M. Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, acteur politique et analyste pertinent de la politique congolaise. J'ai le plaisir de le recevoir encore une fois ce soir dans cet entretien qu'il va nous accorder autour de l'actualité, mais autour d'un sujet principal. Et ce sujet reste l'adresse du chef de l'État auprès des gouverneurs des provinces. Comme nous le savons tous, l'autorité suprême du pays s'est adressée aux gouverneurs en leur demandant bien sûr d'élaborer leur programme d'action calqué sur sa vision, mais surtout de prendre en considération la volonté du peuple congolais et non leur propre volonté. C'est autour de cet entretien que nous allons essayer sûrement de nous entretenir avec mon invité et je m'en vais tout de suite là l'accueillir. Bonsoir et bienvenue, M. Norbert Yamba. Bonjour, merci pour l'opportunité que vous m'offrez, de manière que nous puissions échanger sur des questions qui intéressent la nation. Voilà, d'entrée de jeu, M. Norbert Yamba, nous allons rester sur cette adresse du chef de l'État où nous avons retenu trois phrases phares. Les trois phrases phares sont: d'abord, il demande aux gouverneurs de province de bien vouloir élaborer leur programme de gouvernance sur sa vision. En deuxième position, ces derniers devront prendre en compte le peuple congolais et non leur propre volonté. Et en troisième position, c'est une prévention d'ailleurs, il leur promet qu'il sera derrière eux pour les évaluer après chaque 3 mois et celui qui ne répondra pas à cette vision sera déchu ou encore mis en prison. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre analyse par rapport à cette adresse? Bon, merci beaucoup. J'allais dire sans objet, parce qu'effectivement, le président de la République a fait cette prestation en fonction de ce qui représente ses prérogatives, qui lui sont reconnues par la Constitution. En tant que président de la République, je crois que c'est lui le pilote principal de la République. Et vous savez que l'article 169 de notre Constitution lui donne le pouvoir d'élaborer de politiques de la République en concertation avec le Premier ministre, peu importe son camp de provenance. Et donc, le président de la République est l'unique, j'allais dire, le leadership principal qui véritablement doit pouvoir, avec le Premier ministre, définir les politiques, mais avoir un regard regardant pour que ces politiques soient d'application. Mais croyez-moi, cher Michel, notre pays est organisé à 3 niveaux de gouvernance. Il y a le niveau central, où vous retrouvez l'exécutif bicéphale, le président de la République et le gouvernement. Mais c'est le président de la République qui préside les conseils des ministres. Et donc, vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, donc le Parlement d'une manière générale, les cours et tribunaux à l'échelle nationale. Quand vous quittez le niveau central, vous arrivez au niveau provincial. Au niveau provincial, et donc vous avez le gouverneur de province avec le gouvernement et l'Assemblée provinciale. Mutatis mutandis, lorsque vous êtes au niveau local, c'est-à-dire les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. À chaque niveau, il y a un chef. Et ce chef-là représente le président de la République. Le gouverneur de province élit à la majorité comme à la... je ne sais pas comment, mais il est gouverneur, mais il a double casquette. La première casquette, c'est que la République étant une et indivisible, et qu'il y a un seul président de la République, le gouverneur représente le président de la République dans son entité provinciale. Le maire de la ville, la même chose. Le bourgmestre, la même chose. Les chefs de secteur. Et donc, le gouverneur de province, étant le représentant du président de la République, doit connaître la vision du président de la République, doit connaître l'offre politique du président de la République, doit connaître le programme du président de la République et doit s'accommoder, effectivement, en tenant compte des spécificités de la province. Mais ce sont des accommodations, ce sont des adaptations. Mais le sentier principal relève véritablement des thématiques phares qui ont été retenues par le président de la République. En tant que tel, le président de la République a un droit de regard par rapport à l'action du gouverneur, même si ces gouverneurs sont élus
par les députés provinciaux qui sont l'émanation, les représentants de la population. C'est pourquoi je vous disais qu'il a des casquettes. Il est gouverneur en tant que représentant du président de la République, parce que le cordon ombilical ne doit pas être coupé, mais il est aussi représentant du peuple au travers l'élection qui a été bénéficiaire au travers les députés qui sont des représentants du peuple. Et donc, il doit aller dans la vision du président de la République. Or, le président de la République s'inspire d'une thématique de base qui est le peuple est d'abord. Monsieur Norbert Yamba, très bien détaillé ce que vous venez de nous dire tantôt, mais le président de la République bénéficie de plus de 80% des gouverneurs qui ne font pas partie de sa famille politique en fait. La majorité des gouverneurs viennent du Front commun pour les Congo. Est-ce que vous pensez que ces derniers ont capté cette adresse du chef de l'État et ils vont mettre ceci en œuvre pour la bonne marche de la République? Ok, merci beaucoup. La question est vraiment pertinente. Simplement parce que la République n'est pas bonne santé. La République est malade et on a besoin naturellement que cette République puisse guérir de ses tares, de ses antivaleurs, etc. Ce qui véritablement a retardé même l'avenir de tout un peuple. Nous avons connu, comme vous le savez, 80 ans de colonisation atroce, 32 ans d'une dictature perfectionnée. On venait de passer 22 ans de temps inutiles. Tous les pays d'Afrique sont debout, toutes les locomotives sont opérationnelles. Et puis bon, il n'y a que le Congo-Kinshasa avec tous ces pays satellitaires, etc., sont à genoux. Et nous croyons sincèrement que maintenant que nous avons fait ce diagnostic, il est tout à fait normal que les uns et les autres se mettent comme un seul homme pour que véritablement nous puissions avancer. Et c'est comme ça que j'ai entendu dans le discours, le dernier presque, le discours du président sortant, il avait véritablement demandé, n'est-ce pas, aux parties prenantes de pouvoir aller dans la direction d'une coalition. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne doit pas se le cacher. Est-ce que c'est une programmation? Moi, je ne sais pas. Mais au moins, le FCC détient 80% de ce que représentent les représentants du peuple à l'échelle nationale, 90% à l'échelle provinciale. Et donc, on a intérêt, maintenant que l'UDPS, la coalition cache, a obtenu la présidence de la République. Or, le président de la République est appelé à collaborer avec le Premier ministre du gouvernement, peu importe son camp de provenance. Il va de bonne loi que, naturellement, au regard du désir qui a été exprimé par le président sortant, que nous soyons en coalition. Et lorsqu'on est en coalition, on oublie ces tendances. On oublie ces spécificités. On est moulé comme un seul homme. Et la coalition s'appelle la majorité parlementaire, ça s'arrête là. Et donc on n'a pas besoin de dire cash, FCC, non. On se dit, soyons ensemble. Mais qui est le leader principal? Mais c'est le président de la République. Maintenant, pour arriver à cette question que j'ai posée, est-ce que ces derniers vont réellement intérioriser, ont compris ces discours et vont l'intérioriser pour l'avancement de la nation? On n'a pas de choix. Première raison, parce que le Congo-Kinshasa, je vous l'ai dit, il est à genoux. Tous sont des Congolais. On ne va pas laisser le pays disparaître. Parce que si le comportement réédité pendant plusieurs années dans l'essence véritablement de la déconstruction de la République, s'ils tiennent véritablement à rééditer l'exploit de ce type de comportement, on n'ira nulle part. Deuxième chose, nous avons intérêt de suivre la constitution de notre pays qui souhaiterait quand même que le Premier ministre soit en concertation avec le président de la République en termes de définition politique. Alors, nous sommes presque contraints par la constitution de collaborer. Alors, si nous prenons les deux raisons raisonnantes, nous les mettons sur la table, et nous ne pouvons que véritablement anticiper pour dire que le gouverneur de province ne va pas faire autre chose, si ce n'est que de suivre la volonté volontariste du président de la République au travers de son offre politique, sa vision, son programme, etc. Mais croyez-moi, il y a eu trop de douleurs d'enfantement qui est liée au fait que beaucoup n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage. Certes, on va assister à des zones de turbulence, mais parce que je vous ai parlé que le problème c'est celui du peuple,
Je vous ai parlé, le problème c'est celui de pouvoir respecter la Constitution. Toutes les deux raisons faisant combine, donc on ne peut pas faire autrement les choses, si ce n'est que de s'engager résolument vers le développement de la République. Mais là aussi, cher Michel, le président de la République devra prendre un certain nombre de stratégies innovantes. Parce que, croyez-moi, la province la plus éloignée aujourd'hui de la capitale, c'est le site Kivu, 2000 km. Hier, la province la plus proche, c'était le Congo central, 350, mais aujourd'hui c'est Kwilu, on est dans Kwango, on est dans les 200 km. Et même à 200 km, c'est difficile qu'on puisse travailler à la place. Et donc, on a intérêt d'avoir des représentants qui s'investissent, qui s'engagent pour faire le travail. Si dans l'hypothèse où ces représentants, qui sont censés être des gouverneurs, des députés, compagnie, etc., n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage et qui voudraient rééditer leurs exploits, leurs habitudes, leurs comportements, leur état d'esprit du régime ancien, à ce moment-là, on n'ira pas loin. Mais il les a prévenus, il a dit que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a déjà fait tomber des ministres et il y en a qui risqueront de faire la prison. C'est une prévention. Est-ce que c'est une mise en garde? Comment ces derniers ont reçu cette mise en garde du président de la République? Vous savez, le président de la République a la volonté, il a la détermination, il a l'engagement d'aller dans le sens d'aider le pays à respirer. Mais il y a aussi l'environnement. On peut dire l'environnement politique. Vous avez les acteurs politiques. Quel est leur degré de volonté dans la perspective de faire avancer les choses? Il y a l'environnement juridique, parce qu'effectivement, lorsque quelqu'un commet des bévues, la corruption, il n'y a que la justice, les cours et tribunaux qui peuvent les poursuivre. Et si dans l'hypothèse où on est à 2000 km au site Kivu et que la justice ne veut pas agir, et que l'Assemblée provinciale ne veut pas agir, et que cette Assemblée est constituée des gens du FCC, il risque d'y avoir une complotation qui risque effectivement de pouvoir impacter négativement la République. Là, c'est vrai que le président de la République aura difficile d'avoir les informations nécessaires pour prendre des décisions stratégiques. Mais, écoutez, il n'y a pas que. Parce que le pays est organisé à différentes composantes. En dehors des cours et tribunaux, en dehors de l'Assemblée provinciale, on trouve la Cour des comptes basée à Kinshasa, mais qui peuvent faire des randonnées à l'intérieur de la République, qui peuvent faire l'évaluation des comptes, etc. de la République. On a aussi l'inspection générale des finances qui peut faire son travail de monitoring de l'action publique en province. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres structures de dissuasion. C'est pas pour rien que le service de renseignement doit devenir finalement le service d'intelligence, de manière à avoir l'information nécessaire par rapport au comportement des uns et des autres, pour que cela arrive, soit remonté auprès du président de la République. Il n'y a pas que ça, il y a la société civile, il y a les médias, mais encore qu'il faut changer le comportement des gens. Parce que généralement, lorsque les médias dénoncent quelque chose, la tendance se dit, mais écoute, c'est un délit de presse, écoute, il faut qu'il soit poursuivi, etc. Mais non, le procureur de la République, les substituts qui sont positionnés dans les différents parquets doivent se saisir généralement de ces dénonciations pour prendre le dossier à main, mener les enquêtes, tirer des conclusions concluantes. Et alors maintenant, si à ces différents niveaux d'atterrissage, si au niveau des différents acteurs, on ne comprend pas que le Congo a besoin d'une élévation, on ne comprend pas que le Congo est au centre de l'Afrique et c'est elle, le Congo bien entendu, est la gâchette du revolver, comme disait Franck Fanon. Et la gâchette, c'est le cœur de l'Afrique. Et l'Afrique ne peut respirer que par son cœur. Et d'ici, tout le monde ne comprend pas ça. Tout le monde est dans l'enrichissement illicite. Tout le monde voudrait avoir une vie de facilité, oublier les générations d'aujourd'hui et de demain. Moi, je dis, on n'ira pas. Mais le président, en tant que garant de la nation, doit tout faire pour être naturellement derrière toutes ces institutions, pour le pousser à agir convenablement dans la perspective de pouvoir répondre à sa vision principale qui est celle de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Et moi je suis conscient
conscients que lorsque le président... Parce que la tendance générale, mais c'est quoi? C'est de dire, écoutez, oui, le président doit faire, le président... Non, non, non. La Constitution organise 3 niveaux de gouvernance. Il faut que le président agisse et il a des prérogatives pour le faire, mais il faut que le gouverneur aussi agisse. Il faut que les maires de la ville agissent, il faut que le bourgmestre agisse, il faut que le chef de secteur et le chef de chefferie agissent. Chacun à leur niveau. Vous savez, j'étais allé dans le Congo, j'ai trouvé qu'il y avait une chefferie de 650 000 habitants et 9 députés. Cette chefferie, c'est pratiquement comme la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est un pays, mais il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des routes, etc. Et donc, cette chefferie, qui du reste dispose d'une personnalité juridique, cette chefferie peut agir comme une républicaine. Voilà. Alors, à ce niveau-là, on n'a pas besoin que le président puisse dire un mot pour qu'on arrange les codes, surtout qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des compétences exclusives des provinces. 29 compétences. Et autour de ces compétences, on peut voir qu'il y a des décisions qui se prennent sur la santé, des décisions qui se prennent sur le plan de l'éducation, des décisions qui se prennent autour de l'agriculture, les décisions qui se prennent autour du développement rural. Mais c'est comme ça qu'on ne peut pas bouger la République si nous avons essentiellement des escrocs, des profiteurs, des roublards à la tête des institutions, des gens qui véritablement étaient entraînés dans l'escroquerie et qui deviennent finalement des représentants pour gérer, non pas gérer, mais prendre l'argent et aller dans le sens de pouvoir le bousiller au détriment de tout un peuple. Et ça, le président de la République tient mordicus à se battre, à revaloriser la justice, à revaloriser les services de sécurité, à revaloriser également, n'est-ce pas, les différents syndicats qui se trouvent dans les différentes entreprises, parce que le président de la République souhaiterait, et il est en contact permanent avec ces derniers, pour qu'on puisse avancer. Mais il faut qu'à un moment donné, même si nous sommes en train de discuter sur ces questions-là, Michel, il faut que les gens comprennent que notre pays a beaucoup souffert, 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée, 22 ans de perdus. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, lui qui a l'expérience du combat à l'extérieur des institutions de la République, lui qui a la volonté volontariste, lui qui a la détermination, l'engagement, nous pouvons être derrière lui pour que chacun là où il est puisse prendre son miroir, se regarder et se dire voilà, je suis dans les bons ou je ne suis pas dans les bons. Voilà. Et s'il n'est pas dans les bons, il paie le droit à la contestation pour dire plus jamais ça, nous devons avancer parce que c'est le Congo qui est en pâtit. Monsieur Norbert Yamba, parce que pour clore bien sûr le chapitre bien sûr lié à cette adresse du président de la République au gouverneur, vous êtes un acteur politique très aguerri. Quel message, quelle est votre recommandation aujourd'hui à tous ces gouverneurs de province qui ont bénéficié quand même de ces votes des députés provinciaux élus aussi par le peuple? Quelle est votre recommandation en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que Congolais du commun des mortels? Je voudrais dire aux gouverneurs, lorsque je regarde les 25 provinces plus la ville de Kinshasa, je réalise que le Congo c'est une grande nation, c'est une sacerdote. Lorsque vous prenez le Rwanda, pour faire le Congo, il faut 100 fois. Lorsque vous prenez la Guinée équatoriale, pour faire le Congo, ça fait 85 fois. Lorsque vous prenez la République Sao Tomé-Principe, c'est 2000 fois le Congo. 2000 fois, c'est une république. On a un président, on a un gouvernement, on a toutes les institutions nécessaires. Parce que c'est 1000 km² avec 200 000 habitants. Et donc, pour faire le Congo, vous réunissez Luxembourg. Luxembourg, c'est 120 fois. 120 fois le Congo. La France, c'est 4 fois et demi le Congo. L'Allemagne, c'est 5 fois le Congo. Le Japon, c'est 9 fois le Congo. Donc, nous sommes une grande nation. En 1960, le Congo avait 368 $ par habitant par an. À la différence de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, qui n'avait que 255 $. Tous nous étions de pays en revenu intermédiaire, avec l'Afrique du Sud, le Canada. Aujourd'hui, le Canada fait partie de G8, le pays le plus puissant du monde. La Corée du Sud est la 13e puissance économique du monde, avec 32 000 $ par habitant par an. Le Congo qui était à 168 $ en 1960, et que la Corée du Sud n'était qu'à 255 $,
le Congo-Kinshasa est resté à 458 $ par habitant par an et la Corée du Sud est remontée à 32 000 $ par habitant par an. 13e puissance économique du monde. Est-ce que ça ne peut pas nous gêner? Est-ce que ça ne peut pas nous gêner? Mais la Corée du Sud, ça représente quelle superficie? Regardez, un pays, le Congo, qui est le tout petit ici. Mais c'est comme le Sénégal. Mais allez au Sénégal, vous avez appris ce qu'on appelle aujourd'hui Damanjo. Voilà. Non, mes chers gouverneurs, vous êtes des Congolais. La plupart d'entre vous sont des personnes éveillées. Ce n'est pas facile de devenir gouverneur. Il faut avoir été à l'école, il faut être éveillé, il faut avoir une position influente dans le groupe. Mais vous y êtes arrivé. Est-ce que ça ne vous gêne pas de voir notre pays sombrer comme si nous n'étions pas intelligents? Ça ne vous gêne pas, vous qui avez voyagé à travers le monde? Est-ce qu'on vous respecte? Vous dites une élite pourrie, une élite qui fonctionne dans un écosystème de politique et de politique intrinsèque. Et c'est cela justement la réputation du Congo. Mais nous pouvons changer la situation. Voilà, comment la changer? Nous pouvons changer la situation et je demande au gouverneur, parce qu'ils sont censés être des présidents des républicaines. Vous avez un outil, le programme, et vous allez vous accommoder au programme du président de la République qui est de lutter contre la pauvreté du peuple congolais. C'est comme ça que vous entendez peuple d'abord. Vous avez un autre outil, vous avez le budget de la République. Ça vous donne la possibilité de définir vos problèmes, de définir vos solutions et de mobiliser des moyens et de les opérationnaliser dans la perspective de résoudre les problèmes de la population. Vous pouvez le faire au même titre que le président de la République qui a ses compétences, qui a ses prérogatives, y compris le gouvernement central. Vous avez aussi un autre outil, les édits. Les édits, ce sont des lois que vous votez à votre niveau. Le gouvernement provincial peut prendre l'initiative, l'Assemblée provinciale peut prendre l'initiative pour vous organiser, avoir les moyens. Et la plupart des provinces ont des régies financières. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, vous allez dire non, nous n'avons pas l'argent, etc., etc. Oui, mais il existe aujourd'hui des principes, des théories, des méthodologies qui permettent aux gens de mobiliser des ressources additionnelles par rapport aux moyens mobilisés localement. Je prends l'exemple, de partenariat public-privé. Lorsque vous voulez construire, par exemple, un pont, vous pouvez demander à tel ou tel sur l'Internet. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba-Yamba. J'espère et pense que les gouverneurs des provinces nouvellement élus et investis vous ont écouté et vont mettre en pratique tous ces conseils que vous venez de leur prodiguer. Nous allons nous poser cette question ensemble parce que nous avons aussi besoin de votre réponse. Vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes aguerri, chevrolet dans la politique congolaise. Qu'est-ce qui bloque la nomination du prochain Premier ministre? Le président de la République est en train en fait de travailler presque seul avec son cabinet du travail, bien sûr, accompagné de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Mais nous avons besoin, le peuple congolais attend la nomination du Premier ministre. Qu'est-ce qui bloque? Bon, moi je ne suis pas dans les secrets du président de la République, étant donné que cela relève véritablement de sa discrétion. Mais j'analyse deux faits. Le premier fait qui puisse expliquer cela, sans être la parole de l'Évangile, c'est le fait que la nomination d'un Premier ministre ou la mise en place d'un gouvernement passe essentiellement par un certain nombre de formalités d'usage. Vous savez qu'on ne nomme pas un Premier ministre qui n'a pas un gouvernement. Et le gouvernement doit présenter véritablement son programme au niveau de l'Assemblée nationale. Mais encore que l'Assemblée nationale se constitue, etc. Et cette formalité devrait véritablement arriver jusqu'au bout. D'abord, validation des députés nationaux, après validation, mais mise en place d'un bureau provisoire, ce qui est déjà fait, et puis mise en place, élaboration d'un règlement intérieur, discussion autour de ce règlement intérieur, validation, et quand on finit, élection du bureau définitif. Non, on essaie d'envoyer à la Cour constitutionnelle pour voir la conformité, et quand c'est fini, on revient, on met en place le bureau définitif. Or, le bureau définitif, il n'y a pas longtemps, c'est à ce mois de mai, et donc, maintenant que le bureau définitif est là, le président, en tout cas, je me suis rappelé, je me suis souvenu de ces derniers
sa dernière déclaration à Kisangani que le Premier ministre viendra. Dans les jours prochains, mais dans les jours prochains, mais il faut retenir aussi également que le président de la République qui a des ambitions pour le Congo, qui doit travailler au service du peuple d'abord, qui met en place un programme sur la lutte contre la pauvreté, etc., ne peut pas accepter aussi n'importe quel Premier ministre. Mais c'est ça en fait. Encore qu'il faut une mise à niveau au niveau du FFCC et du cash pour que ces dénominations disparaissent et que l'on reste dans la logique d'une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire a comme unique leader le président de la République. Et le président de la République qui a une vision doit checker sur les différentes propositions des différents groupements proposés, etc. Et il dit, voilà l'homme de prédilection au regard du portrait robot qu'il aura défini. Ça aussi, il faut lui donner aussi cette opportunité pour le faire. Moi, je pense que, bon, tout cela faisant en commune, on peut prendre un peu du temps, mais je sais que l'un de ces 4 matins... Non, écoutez, il ne faudrait pas que je prophétise, mais j'ai dit qu'en fait, au regard de l'avancée du processus, au regard de sa déclaration, on peut s'entendre à une nomination. On peut aussi quand même dire un mot, parce que vous l'avez dit, qu'on est en train d'attendre cette nomination, mais la population impatiente pense que c'est cette coalition entre l'FCC et les caches qui bloquent la nomination du Premier ministre. Parce que si nous avions un informateur, si le président de la République avait pris les soins de nommer un informateur, à cette heure, nous aurons déjà un président de la République. Non, pas la nomination du Premier ministre. Vous ne pensez pas que cette coalition ne facilite pas les choses à Félix Tshisekedi? Ben, il est leader, hein. Il est leader, il doit travailler de telle sorte pour déformater, déprogrammer psychologiquement ces gens-là. On ne peut pas changer, médiocre ou pas, mais ils sont là, ils sont partie prenante. Il faut que le président de la République, c'est vrai, ce sont des douleurs d'enfantement, mais il est en train de travailler et il avance progressivement. Il est en train de déformater, il est en train de déprogrammer, il est en train de décoloniser psychologiquement certaines personnes, etc. Mais il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie parce qu'en fait, je sais que le président rencontre l'ancien président de temps en temps pour dégonfler un certain nombre de tensions et je crois qu'il est sur la bonne voie. Il faut que même l'autorité morale de FCC, en fait, qui perd naturellement cette casquette, qui devient finalement la majorité parlementaire, doit travailler de telle sorte que tous les gens s'accommodent à la vision du président de la République. C'est comme ça qu'il pourra entrer dans l'histoire, c'est comme ça que les générations futures et l'histoire lui resteront reconnaissantes. Faire le contraire, franchement, ça ne permettrait pas à certaines personnes de se référer à ces prestations, peu importe les différentes réalisations qui ont été faites. Les 100 jours du président de la République ont été déjà atteints. Bon, mais une confusion dans l'opinion publique. C'est les 100 jours après son investiture ou c'est les 100 jours après le lancement de son programme d'urgence des 100 jours. Une confusion, mais surtout une analyse autour de ces 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. Mais écoute, c'est un débat intellectuel, quoi. On ne fait l'évaluation que sur base de la publication de ce qui représente le programme, peu importe la durée. Les 100 jours, il y a eu un moment où ce programme-là, ces prévisions ont été mises à la place publique. Et donc on ne peut compter que... À partir de ces moments-là. À partir de ces moments-là. Mais croyez-moi, le programme, le mandat de 5 ans, ce n'est pas à partir de ces moments-là. Et donc, alors maintenant, dans les 100 jours, il a fait un certain nombre de prévisions. Et puis, je suis très désolé, en fait, de l'élite politique de mon pays. Je les écoute en train véritablement de lancer des boulets rouges comme pour dire que voilà, rien n'a été fait, bilan mitigé, rien n'a changé, etc. Mais ça n'est que 100 jours sur les 5 ans. Et puis quand tu veux analyser, il faut savoir quelles ont été les prévisions, quelles sont les réalisations. Vous n'avez ni les prévisions, ni les réalisations, et vous tirez des conclusions non concluantes. Ça s'appelle être abruti fondationnel. J'estime que... Abruti fondationnel. Donc, les intellectuels sans fondation.
les intellectuels sans fondation. Non, non, parce qu'en fait, on est resté dans cet écosystème politique de pourriture intrinsèque. Dans notre pays, il y a trop de ragots de quartier. Donc, des hommes qui se réclament intellectuels, mais qui ne sont essentiellement des instruits, ils n'ont pas des outils pour faire une analyse et tirer des conclusions qui véritablement entendues dans notre peuple. Alors maintenant, quand vous avez toute une série de gens comme ça, qui se disent diplômés, non, j'allais dire qu'ils souffrent de la diplomanie, mais en fait, qui en réalité n'apportent rien. Vous voyez, c'est pitoyable. Oh, il n'a rien fait. Alors, quelles sont les prévisions? Il faut faire une démonstration. Voilà. Parce que nous sommes avec vous, est-ce que nous pouvons voir ces petits bilans du chef de l'État pour ces 100 premiers jours? Mais le bilan du président de la République, il faut tenir compte du plan sécuritaire, du plan politique. D'ailleurs, la sécurité entre dans ça et sur le plan économique. Et donc, le président de la République a promis en fait la décrispation en se conformant naturellement aux résolutions les prisonniers politiques doivent être libérés. Et voilà. Aujourd'hui, Franck Diongo, et Maître Eva Kalala, et plusieurs. Même notre leader spirituel, parce qu'il y a le leadership matériel et le leadership spirituel. Pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce monsieur-là. Et je l'ai découvert quand je lis ce qu'il dit, c'est parmi les êtres angéliques de notre pays. Voilà l'activiste de la société civile Firme Yangambi. Même si, après sa libération... Mais il a tiré, voilà. Mais c'est normal. Il faut acquiescer ça, c'est pas grave. On n'a pas cherché la démocratie pour être auréolé d'un prestige. C'est une gestion de contradiction, c'est un droit au désaccord, c'est pas le fait d'être libéré. C'est comme ça qu'il fait la grandeur de notre président. Et donc une personne libérée, sortie, n'est-ce pas, d'un bourbier, voilà, c'est lui qui véritablement tire les boulets rouges. C'est de son droit en tant que citoyen congolais. Encore que un peu de discipline, s'il vous plaît, un peu d'élégance dans la manière de parler pour construire l'esthétique et l'ambiance démocratique. Et bien voilà, donc sur le plan politique, voilà comment les gens... Sidika Dokolo, voilà. Il est revenu, il a même été reçu par le président de la République. Par le président de la République, voilà. Il a écouté, le président de la République a besoin aujourd'hui de Congolais qui peuvent investir dans notre pays. Donc les 100 jours... Sur les 100 jours, mais il y a des routes. Il y a des routes qui ont été demandées aujourd'hui, au moins, parce que les 100 jours, ce sont des signaux forts. Et toutes les routes qui véritablement ont été programmées ont connu un début d'exécution. Donc, nous pouvons dire, en tout cas, je faisais la comptabilité chez moi, j'ai considéré que c'est 85%. Maintenant, comprenez que les 100 jours ne vont pas terminer. Dites, écoutez, vous voulez construire un pont, vous allez le construire en 100 jours? Ah ben non, mais on commence les travaux. Et si cela a été respecté, il faut savoir saluer la performance du président. Et moi, je pense que ce qui a été prévu a commencé, et bien voilà, on a 5 ans, on va intégrer ça dans le programme gouvernemental et on va continuer le jeu. Encore qu'il soit toujours regardant pour dire qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été réalisé, et que cette matrice soit dans son bureau pour regarder chaque matin et construire les échéances en termes des indicateurs objectivement vérifiables. Et donc, c'est ça justement le combat du président. C'est comme ça qu'il travaille beaucoup, etc. Mais il attend à avoir un gouvernement responsable qui s'occupera de ces questions-là. Merci beaucoup Norbert Yamba. Je rappelle ici que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes analyste politique et j'apprécie beaucoup la pertinence avec laquelle vous traitez les questions de la nation et surtout les orientations que vous donnez à tous les politiciens et à tous ceux-là qui se retrouvent dans les postes de direction. C'était un plaisir de vous avoir et de vous recevoir ce soir sur ces plateaux. Coup de chapeau à Vitel Kamere de continuer à aller dans le sens de soutenir davantage le président de la République, mais un peu plus de concentration dans ce qu'on fait, etc. Et puis aussi des choix, des personnes qui peuvent aussi les aider, parce que lui aussi aura besoin de relever le défi. Mais maintenant, ils ont un défi commun. Concentrons-nous parfois à ces défis-là et on verra le reste après. Mesdames et messieurs, à vous aussi, merci de l'attention soutenue. Je vais vous retrouver